En entrant dans le bureau pour nettoyer, la femme de ménage est restée figée en voyant sa photo d'enfance dans un cadre noir accroché au mur du bureau du millionnaire. Ce qu'elle a dit l'a laissée sans voix. La pluie de décembre tambourinait contre les immenses baies vitrées du building de la Croix and Associés, transformant Lyon en un tableau impressionniste aux contours flous. À cette heure tardive, seules quelques fenêtres restaient éclairées dans la tour de verre et d'acier qui dominait le quartier de la Part-Dieu. Élise Garnier poussa son chariot de nettoyage dans le couloir du 16e étage, ses pas étouffés par l'épaisse moquette bordeaux. À 26 ans, elle avait cette beauté discrète que la fatigue n'arrivait pas à ternir complètement. Ses cheveux châtain clair étaient tirés en queue de cheval, dégageant un visage aux traits fins marqué par une mélancolie permanente. Mais ce qui frappait le plus chez elle, c'était ses yeux verts, d'un émeraude profond, qui contrastait avec la simplicité de son uniforme bleu marine. « Encore 2 heures, et j'aurai fini », murmura-t-elle en consultant sa montre. Machinalement, sa main libre caressa le petit pendentif qui ne la quittait jamais, une étoile de pargent ternie par le temps, suspendue à une chaîne délicate. Ce bijou et une photo décolorée étaient ses seuls liens avec un passé qu'elle ne se rappelait pas. Orpheline depuis l'âge de 5 ans, elle avait grandi dans les foyers de la protection de l'enfance, ballottée d'une famille d'accueil à l'autre, portant un nom que lui avaient donné les assistants sociaux, Garnier, un patronyme trouvé brodé sur ses vêtements le jour où on l'avait découverte. Inconsciente et brûlée, dans un hôpital débordé, aucun souvenir, aucune trace, juste cette étoile d'argent et le prénom Élise gravé au dos. 3 étages plus haut, François Delacroix était encore à son bureau, à 47 ans. Cet homme aux tempes grisonnantes portait le poids du succès comme une armure. Son empire financier, bâti pierre par pierre au cours des 2 dernières décennies, masquait une blessure que rien ne parvenait à cicatriser. Penché sur ses dossiers, il tentait une fois de plus de noyer sa douleur dans le travail. François, la voix mélodieuse d'Isabelle Moreau le tira de ses pensées. Sa secrétaire particulière se tenait dans l'encadrement de la porte, élégante dans son tailleur Chanel noir, à 38 ans. Isabelle cultivait cette beauté froide et sophistiquée qui impressionnait dans les conseils d'administration, depuis 8 ans qu'elle travaillait pour lui, et 3 qu'elle partageait discrètement son lit. Elle s'était imposée comme son bras droit indispensable. « Tu devrais rentrer », dit-elle en s'approchant. « Il est presque minuit. » François leva les yeux de ses documents, croisant le regard calculateur de sa maîtresse. Isabelle avait cette façon particulière de le regarder, comme si elle évaluait constamment sa valeur sur le marché matrimonial. Elle ne cachait plus ses ambitions. Devenir Madame Delacroix était devenue son obsession. « Dans un moment », répondit-il distraitement. Isabelle soupira et vint se poster derrière lui, posant ses mains manucurées sur ses épaules tendues. « Tu ne peux pas continuer comme ça, François. Cela fait 21 ans. Il faut que je quoi ?» La voix de François s'était durcie. « Que j'oublie. Que je fasse comme si ma femme et ma fille n'avaient si jamais existé. » Un silence pesant s'installa dans le bureau, sur le mur opposé. Une cloison coulissante dissimulait ce qu'Isabelle appelait le sanctuaire de François, un hôtel de douleur où trônaient les dernières photos de Claire et de la petite Élise. Sauvé des flammes, 21 ans après l'incendie criminel qui avait détruit sa vie, François n'arrivait toujours pas à se résoudre à ranger ses souvenirs. « Je rentre », dit finalement Isabelle, vexée. « N'oublie pas qu'on dîne avec les Martineau demain soir. C'est important pour le contrat singapourien. » Après son départ, François se dirigea vers la fenêtre. Lyon scintillait sous la pluie, indifférente à sa peine. Combien de nuits avait-il passé ainsi, à contempler cette ville où il avait tout perdu? L'enquête n'avait jamais abouti. L'incendiaire courait toujours. Et surtout, les corps carbonisés de Claire et de la petite Élise reposaient dans le caveau familial, témoignage de son échec à les protéger. 16 étages plus bas, Élise venait de terminer le nettoyage du 14e niveau, quand les lumières se mirent à clignoter. Une panne électrique, fréquente dans ce vieux building malgré sa façade moderne, elle connaissait la procédure. En cas de dysfonctionnement, il fallait nettoyer tous les bureaux accessibles, y compris ceux habituellement interdits au personnel d'entretien. Son responsable, M. Dubois, lui avait formellement interdit l'accès au bureau directionnel du 19e étage. « Monsieur Delacroix est très strict là-dessus, ma petite. Personne ne monte là-haut sans autorisation expresse. Mais cette nuit, avec la panne, les règles changeaient. L'ascenseur la déposa dans un couloir feutré aux murs lambrissés de bois précieux,
L'atmosphère était différente ici, plus luxueuse, plus intime aussi. Élise poussa doucement la porte du bureau principal, son cœur battant inexplicablement la chamade. La pièce était vaste, meublée avec un goût sûr qui respirait la réussite et l'autorité. Mais ce fut le mur du fond qui figea Élise sur place. Une cloison coulissante était légèrement ouverte, révélant un espace qui ressemblait à un mémorial privé. Curieuse malgré elle, Élise s'approcha. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Des dizaines de photographies encadrées, certaines à peine sauvées des flammes, d'autres agrandies avec soin. Et là, au centre, dans un cadre en ébène, une photo qui la fit vaciller. C'était elle, Élise à 5 ans, souriant dans une robe blanche à smock, tenant la main d'une femme élégante aux cheveux blonds. La ressemblance était troublante, parfaite, indéniable. Mais comment était-ce possible? D'une main tremblante, elle sortit de sa poche la photo décolorée qu'elle conservait depuis toujours. Même cliché, même fillette, même sourire innocent, Sainte Vierge, chuchota-t-elle, les jambes flageolantes. Son regard balaya le reste du mémorial et s'arrêta sur une vitrine de verre. À l'intérieur, posé sur un écrin de velours noir, brillait un collier, une étoile d'argent identique à celle qu'elle portait, suspendue à la même chaîne délicate. Élise porta instinctivement la main à son cou. Son pendentif était là, familier, usé par ses caresses, mais celui de la vitrine semblait neuf, préservé comme une relique. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Cette fillette, c'est moi. Mais comment ?» Soudain, le bruit de l'ascenseur la fit sursauter. Des pas résonnèrent dans le couloir, se rapprochant inexorablement. Paralysée par la découverte, Élise ne pensa même pas à fuir. Elle resta plantée devant le mémorial, fixant cette vie antérieure qu'elle ne se rappelait pas. François Delacroix apparut dans l'encadrement de la porte. Sa première réaction fut la colère. Quelqu'un avait osé violer son sanctuaire privé, mais quand il vit la jeune femme immobile devant les photos de sa famille, quand il croisa son regard émeraude, quand il remarqua ce geste familier de porter la main aux cheveux, sa fureur se transforma en stupéfaction. Ses yeux verts, cette façon de pencher légèrement la tête quand elle était troublée, cette petite fossette au menton, et surtout, cette étoile d'argent qui brillait à son cou. « Qui êtes-vous » articula-t-il d'une voix étranglée. Élise se tourna lentement vers lui, les joues baignées de larmes. Dans sa main tremblante, elle tenait la photo décolorée de son enfance. « Je ne sais pas », répondit-elle dans un souffle. « Mais je crois que vous pourriez me le dire. » Le temps sembla suspendre son cours dans ce bureau où 2 destins venèrent de se télescoper après 21 ans d'errance. Le silence qui suivit cette révélation sembla durer une éternité. François Delacroix, l'homme qui dirigeait un empire financier d'une main de fer, se retrouvait désarmé face à cette jeune femme qui tenait entre ses doigts tremblants une photo identique à celle de son mur. « Montrez-moi », dit-il d'une voix rauque, s'approchant lentement comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. Élise lui tendit la photographie jaunâtre avec une délicatesse infinie. François la prit, ses mains d'homme d'affaires habituellement si sûres maintenant agitées d'un tremblement imperceptible. L'image était la même, usée par le temps et les manipulations, mais indéniablement identique à celle qui trônait dans son sanctuaire. « Où avez-vous eu ça ?» demanda-t-il, scrutant son visage avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « C'est tout ce qui me reste de mon enfance, » répondit Élise en essuyant discrètement ses larmes. Les assistants sociaux me l'ont donnée quand j'ai quitté l'hôpital. Ils ont dit qu'elle était dans mes affaires. François leva brusquement la tête. L'hôpital ? Quel hôpital ? Quand ? Hôpital Édouard Herriot ? En décembre 2003. J'avais 5 ans, paraît-il. Élise marqua une pause, sa voix se brisant légèrement. Je ne me souviens de rien d'avant. Les médecins ont dit que c'était normal après un traumatisme si violent. Les jambes de François se dérobèrent. Il s'effondra dans le fauteuil le plus proche, le visage livide, décembre 2003. L'incendie, l'hôpital où on lui avait annoncé la mort de sa fille. Un traumatisme, répéta-t-il faiblement. Des brûlures, graves, d'après mon dossier médical. Élise remonta inconsciemment la manche de son uniforme, révélant une fine cicatrice qui courait le long de son avant-bras. J'en ai gardé quelques traces. François reconnut cette marque. Il l'avait vue sur sa fille le jour où elle était tombée du toboggan dans le jardin, 6 mois avant l'incendie. Le même trait irrégulier, la même position exacte sur le bras. Mon Dieu,
murmura-t-il, portant une main à son cœur. C'est impossible. Élise s'approcha timidement, troublée par la détresse évidente de cet homme qu'elle ne connaissait que de réputation. « Monsieur Delacroix, vous vous sentez bien ?» Il leva vers elle des yeux embués de larmes. Ses yeux, exactement les mêmes que Claire. Et cette façon de pencher la tête quand vous êtes inquiète. Sa voix se brisa. « Élise faisait ça, petite. Ma fille faisait exactement ça. Votre fille ?» Le cœur d'Élise s'emballa. Celle de la photo. Elle s'appelait Élise, dit François en se levant avec difficulté. Élise Delacroix. Elle avait 5 ans quand elle est morte dans l'incendie avec sa mère. Un vertige saisit la jeune femme. Mais je m'appelle Élise aussi. Élise Garnier. Garnier. François fronça les sourcils. Vous êtes sûre? C'est ce qu'on m'a dit. Le nom était brodé sur ma robe quand on m'a trouvée. Elle hésita un instant. Mais maintenant, je me demande, peut-être que ce n'était pas mon nom de famille, peut-être que c'était juste une marque. François se dirigea vers son sanctuaire et décrocha délicatement un cadre plus petit. « Regardez », dit-il en lui montrant une photo de sa fille en gros plan. « Regardez bien ce visage. » Élise obéit, et ce qu'elle vit la bouleversa. C'était comme se regarder dans un miroir temporel. Même structure osseuse, mêmes yeux verts, même fossette au menton, même implantation des cheveux, cette petite cicatrice sur la lèvre, poursuivit François d'une voix tremblante. Vous l'avez. Élise était tombée de vélo 3 jours avant ça. Instinctivement, Élise porta la main à sa bouche, sous ses doigts. Elle sentit la fine ligne qu'elle avait toujours crue naturelle. Oui, chuchota-t-elle. Je l'ai toujours eu. Et ce collier? François désigna l'étoile d'argent qui brillait à son cou. C'est mon seul souvenir. On me l'a rendu en sortant de l'hôpital. Élise le détacha et le lui tendit. Regardez, il y a quelque chose de gravé au dos. François retourna le pendentif et lut l'inscription qu'il connaissait par cœur. Pour ma petite étoile. Papa. Ses genoux se dérobèrent une nouvelle fois. Je lui ai offert ce collier pour ses 5 ans, dit-il d'une voix brisée. Le 15 octobre 2003, 2 mois avant l'incendie, l'évidence était là, troublante, impossible à nier. Élise s'agenouilla près de lui, son cœur battant à tout rompre. Vous pensez que je pourrais être ma fille, termina François en la regardant dans les yeux. Tu es ma fille, ma petite Élise qui n'est pas morte. Ils restèrent ainsi un long moment, se dévisageant dans un mélange d'incrédulité et d'émotion pure. 21 ans de séparation, 21 ans de deuil pour lui, d'errance pour elle, venaient de s'effacer en quelques minutes. Mais comment? Demanda finalement Élise. Comment est-ce possible? On vous a dit que j'étais morte. François hocha la tête, les traits marqués par une douleur ancienne. L'incendie a eu lieu le 12 décembre 2003. Un criminel. Il a tout détruit. Il marqua une pause, luttant contre l'émotion. On m'a montré un corps, carbonisé. Ils ont dit que c'était toi, tes vêtements, ton collier. Mais si j'étais à l'hôpital, il a dû y avoir une erreur. Une terrible erreur. François secoua la tête, encore sous le choc. Mon Dieu, pendant toutes ces années, j'ai pleuré ta mort alors que tu étais vivante, quelque part à Lyon, si près de moi. Élise sentit les larmes couler librement sur ses joues. Et moi qui vous nettoyais votre bureau depuis des mois sans savoir que vous étiez ton père, compléta-t-il en tendant une main tremblante vers son visage. Je suis ton père, ma chérie. Le contact de cette main sur sa joue provoqua chez Élise une émotion qu'elle n'avait jamais ressentie. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle comprenait ce que signifiait le mot « famille »,« papa », murmura-t-elle, testant ce mot qu'elle n'avait jamais prononcé. François éclata en sanglots et l'attira contre lui. « Ma petite étoile, ma petite fille, pardonne-moi de ne pas t'avoir trouvée plus tôt. » Ils s'étreignirent longuement, rattrapant en quelques secondes 21 ans d'amour filial perdu. Dehors, Lyon continuait sa vie nocturne, indifférente au miracle qui venait de se produire au 19e étage de la tour de la Croix. Quand ils se séparèrent enfin, François essuya tendrement les larmes de sa fille. « Il faut qu'on vérifie, officiellement, des tests ADN, des examens médicaux, pour être absolument certain. »« Vous en doutez ?» demanda Élise, soudain inquiète. « Non » répondit-il fermement. « Mon cœur de père le sait déjà, mais il faut que ce soit légal, officiel, pour que tu puisses reprendre ton nom, ton vrai nom. »
Élise Delacroix, murmura-t-elle, goûtant ces mots nouveaux. Ma fille, mon héritière. François sourit à travers ses larmes. Ma petite étoile revenue du néant, ni l'un ni l'autre ne remarqua la silhouette qui se glissait discrètement dans l'ombre du couloir. Isabelle Moreau, revenue chercher un dossier oublié, avait tout entendu. Son visage habituellement composé était maintenant déformé par une rage froide. Ses rêves de devenir Madame Delacroix venaient de s'effondrer d'un coup. Mais Isabelle n'était pas femme à accepter la défaite. Si cette petite orpheline pensait pouvoir lui voler son avenir, elle se trompait lourdement. Dans l'ombre, Isabelle Moreau commençait déjà à ourdir sa vengeance. Le lendemain matin, François Delacroix fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il sourit en se levant. Pour la première fois depuis l'incendie, il avait une raison de vivre qui dépassait le simple travail. Sa fille, elle était vivante. Il avait passé une nuit blanche à réorganiser mentalement sa vie. Les premiers appels avaient déjà été passés au laboratoire d'analyse médicale le plus réputé de Lyon, à son avocat personnel et au détective privé qui avait enquêté sur l'incendie 21 ans plus tôt. Maître Dubernay, François Delacroix à l'appareil. J'ai besoin de vous voir d'urgence. Il s'agit de ma fille. Non, vous ne rêvez pas, Élise est vivante. À l'autre bout de la ville, dans son petit studio de Villeurbanne, Élise contemplait la photo de son enfance d'un œil nouveau. Tout prenait un sens différent maintenant. Cette femme blonde à côté d'elle. C'était sa mère, Claire Delacroix. Cette maison en arrière-plan. C'était son foyer d'origine. Cette petite fille souriante. C'était elle avant le traumatisme qui avait effacé sa mémoire. Son téléphone portable, un vieux modèle qu'elle rechignait à remplacer faute de moyens, vibra, numéro inconnu. Allô, Élise, c'est François, ton père. La voix était hésitante, comme s'il n'arrivait pas encore à y croire lui-même. Papa, répondit-elle doucement, s'habituant peu à peu à ce mot magique. J'ai pris rendez-vous au laboratoire biotech pour cet après-midi, pour les tests ADN. Et j'aimerais que tu viennes déjeuner avec moi, si tu veux bien. Élise sourit, sentant une chaleur inconnue envahir sa poitrine. J'aimerais beaucoup. Parfait. Je passe te chercher à midi, et Élise. Oui, ne va plus travailler. Plus jamais. Tu es chez toi maintenant. Quand François raccrocha, il réalisa qu'Isabelle se tenait dans l'encadrement de sa porte. Le visage fermé, elle avait les traits tirés, comme si elle aussi avait mal dormi. François, cette histoire d'hier soir, tu es sûr de ce que tu fais ? Il se tourna vers elle, remarquant pour la première fois cette pointe d'agressivité dans sa voix qu'elle tentait de masquer derrière une fausse sollicitude. Absolument certain, répondit-il fermement. C'est ma fille, Isabelle, ma petite Élise. Mais comment peux-tu en être si sûre ? Cette femme, cette vaccinière, elle pourrait être n'importe qui. Isabelle s'avança dans le bureau, ses talons claquant nerveusement sur le parquet. Des ressemblances, ça existe. Et puis, réfléchis. Quelle coïncidence que cette soi-disant fille apparaisse justement maintenant, quand tu commences à... À quoi ? La voix de François s'était durcie. À penser à notre avenir, à nous. Isabelle posa une main possessive sur son bras. François, cette femme pourrait très bien être une arnaseuse. Il y en a plein qui étudient la vie de riches célibataires pour... Ça suffit. François se dégagea brutalement. Tu ne la connais même pas. Comment oses-tu insinuer qu'Élise ? Élise, tu l'appelles déjà par son prénom. Le masque d'Isabelle commençait à glisser. François, sois raisonnable. Cette histoire est trop belle pour être vraie. Pour toute réponse, François lui montra la photo décolorée que lui avait confiée sa fille. Explique-moi ça, alors. Explique-moi comment une arnaqueuse aurait pu se procurer cette photo de ma famille. Isabelle examina le cliché, son esprit calculateur cherchant déjà des failles. Elle a pu la trouver quelque part, ou la faire fabriquer. De nos jours, avec Photoshop, et le collier, et la cicatrice, et ses yeux qui sont exactement ceux de Claire. François secoua la tête, écœuré. Tu es aveuglée par la jalousie, Isabelle. Le mot fit mouche. Isabelle recula comme si elle avait été giflée. Jalousie ? De quoi serais-je jalouse ? D'une vaccinière qui surgit de nulle part avec une histoire à dormir debout ? De ma fille, répondit François calmement. Tu es jalouse parce que tu sais que si Élise est vraiment ma fille, tes petits plans de mariage tombent à l'eau. Un silence glacial s'installa dans le bureau. Isabelle comprit qu'elle était allée trop loin, qu'elle avait dévoilé ses véritables motivations. Elle changea rapidement de tactique.
François, pardonne-moi. Je suis juste inquiète pour toi. Tu as déjà tellement souffert. Je ne veux pas que tu souffres à nouveau si cette femme s'avère être une menteuse. » Mais François ne l'écoutait plus. Il rassemblait ses affaires, impatient de retrouver sa fille. « J'ai rendez-vous avec Élise. Les tests ADN confirmeront ce que mon cœur sait déjà. Et quand ce sera fait officiellement, je la reconnaîtrai légalement comme mon unique héritière. Isabelle Blémy, ton unique héritière. Mais François, au revoir Isabelle. » Il sortit sans un regard en arrière, laissant sa secrétaire seule avec sa rage et ses ambitions brisées. Le déjeuner chez Bocuse fut un moment magique pour François et Élise. Installés dans un salon privé du célèbre restaurant, ils avaient l'impression de rattraper 21 ans en quelques heures. « Raconte-moi ton enfance », demanda François, en regardant sa fille avec une tendresse infinie. « Ah, il n'y a pas grand-chose à raconter », répondit Élise en goûtant délicatement son filet de sole. « Beaucoup de foyers différents, des familles d'accueil qui faisèrent de leur mieux, mais ce n'était jamais vraiment chez moi, tu vois. » François sentit son cœur se serrer. « Tu as été malheureuse. » »« Pas malheureuse, non. Juste, vide, comme s'il me manquait une partie de moi-même. » Elle sourit timidement. « Maintenant, je comprends ce que c'était. C'était vous, c'était ma famille. Plus jamais tu ne seras seule. » Promit François en prenant sa main. Plus jamais. L'après-midi au laboratoire se déroula sans encombre. Le prélèvement sanguin fut rapide, et le docteur Rousseau assura qu'ils auraient les résultats sous 48 heures. Mais honnêtement, dit le médecin en regardant François et Élise côte à côte, je doute que ces tests nous apprennent quelque chose que l'évidence n'ait déjà révélé. La ressemblance est frappante. En fin d'après-midi, François emmena Élise visiter l'appartement qu'il comptait lui offrir avenue Foch, un splendide 4 pièces avec vue sur le Rhône. « C'est magnifique, » murmura Élise, encore sous le choc. « Mais c'est trop. Je ne peux pas accepter. Tu es ma fille, » coupa François. « Tu accepteras tout ce que je veux te donner, et ce n'est qu'un début. » Il sourit, les yeux brillants. « J'ai 21 ans de cadeaux d'anniversaire à rattraper. » Pendant qu'ils visitèrent l'appartement, Isabelle Moreau faisait les 100 pas dans son propre bureau. Elle avait passé la journée à échafauder des plans, à chercher des moyens de discréditer cette fille tombée du ciel. Il devait bien y avoir quelque chose. Une faille dans son histoire, une contradiction. Elle décrocha son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. « Julien, c'est Isabelle Moreau. J'ai un travail pour toi. Un travail très bien payé. » Julien Mercier était le genre d'homme que les gens respectables préfèrent oublier. Ancien policier radié pour corruption, il avait reconverti ses talents dans l'investigation privée. Sans trop se soucier des méthodes employées, Isabelle avait eu recours à ses services par le passé pour surveiller quelques concurrents de François, un peu trop entreprenants. « Je t'écoute, ma belle. De combien on parle ? 50 000 € si tu me trouves de quoi discréditer définitivement une certaine Élise Garnier. » « Garnier. Jamais entendu parler, c'est qui ? Une petite arnaqueuse qui essaie de faire croire à mon patron qu'elle est sa fille morte depuis 20 ans. » Julien siffla admirativement. « Culotté. Et tu veux que je prouve que c'est du bidon ? » « Exactement. Fouille son passé, ses relations, ses finances. Il doit bien y avoir quelque chose. Et si tu ne trouves rien, je fabrique. Tu es un professionnel, Julien. Je te fais confiance pour trouver la meilleure approche. » Quand elle raccrocha, Isabelle se sentait déjà mieux. Cette petite orpheline ne savait pas à qui elle s'attaquait. Isabelle Moreau n'avait pas gravi tous les échelons de la société lyonnaise pour se laisser supplanter par une factinière aux prétentions ridicules. En fin de soirée, François raccompagna Élise chez elle, sur le pas de sa porte. Il la serra tendrement dans ses bras. « Dans 48 heures, tout sera officiel, » dit-il. « Tu redeviendras officiellement Élise Delacroix. »« Papa » dit-elle timidement. « Oui. Ma chérie, merci. Pour la première fois de ma vie, je me sens complète. » François repartit le cœur léger, planifiant déjà la nouvelle vie qu'il allait offrir à sa fille retrouvée. Il ignorait qu'à quelques kilomètres de là, Julien Mercier commençait déjà son enquête, et qu'Isabelle Moreau préparait la destruction méthodique de son bonheur reconquis. 3 jours s'étaient écoulés depuis les retrouvailles, et François Delacroix rayonnait d'un bonheur qu'il n'avait plus connu depuis 21 ans. Les résultats des tests ADN étaient formels. Élise était bien sa fille. Le taux de compatibilité de 99,97% ne laissait place à aucun doute scientifique. « Maître Dubernet » lança-t-il joyeusement à son avocat. «
Préparez tous les documents pour la reconnaissance légale. Je veux qu'Élise retrouve officiellement son nom de naissance et sa place dans mon testament. C'est déjà en cours, François. Mais permettez-moi de vous dire que cette histoire est absolument extraordinaire. L'avocat, un homme prudent de 60 ans, secoua la tête avec admiration. En 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu pareille coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, répondit François avec conviction. C'est le destin qui répare enfin une terrible injustice. À quelques bureaux de là, Isabelle Moreau serrait les dents en écoutant François organiser l'avenir d'Élise. Elle avait assisté, impuissante, à la transformation de l'homme qu'elle considérait comme sa propriété. Depuis 3 jours, il ne parlait que de sa fille, planifiait sa nouvelle vie, l'emmenait faire du shopping dans les meilleures boutiques de Lyon. Mademoiselle Moreau. La voix de Julien Mercier au téléphone l'attira de ses sombres pensées. « Alors ?» demanda-t-elle sèchement. « J'ai creusé le passé de votre Élise Garnier. Son dossier est propre comme un sous-neuf. Trop propre même. » Isabelle fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? Cette fille a vécu comme une sainte. Jamais d'histoire, jamais de dette, jamais de relations douteuses. Elle a même refusé plusieurs propositions d'aide financière de ses anciens employeurs. » Julien marqua une pause. « Soit c'est vraiment une innocente, soit c'est une professionnelle qui a parfaitement préparé son coup. Continue à chercher, ordonna Isabelle. Il doit bien y avoir quelque chose. En fait, j'ai une meilleure idée, plutôt que de chercher des preuves qui n'existent peut-être pas. Pourquoi ne pas en créer ? Isabelle se redressa sur son fauteuil, intriguée. Je t'écoute. J'ai un contact chez un photographe spécialisé dans la surveillance. On pourrait fabriquer quelques clichés compromettants. Élise en train d'épier François avant de postuler comme femme de ménage. Par exemple, ou alors des documents prouvant qu'elle a étudié sa vie privée en détail. C'est risqué, murmura Isabelle, mais son ton trahissait déjà son intérêt. Tout dépend du prix. Pour 100 000 €, je te monte un dossier qui ferait douter sa propre mère. Isabelle hésita un instant. 100 000 € représentaient presque toutes ses économies. Mais si cela lui permettait de récupérer François et ses milliards. Marché conclu, mais je veux du travail professionnel. Si François découvre que c'est un montage, nous sommes morts tous les deux. Fais-moi confiance, ma belle. Dans 1 semaine, ton patron aura définitivement tourné la page sur sa pseudo-fille. Pendant qu'Isabelle scellait ce pacte diabolique, François et Élise visitaient la maison familiale de Caluire et Cuire, miraculeusement épargnée par l'incendie qui avait détruit l'aile principale 21 ans plus tôt. « J'ai gardé ta chambre exactement comme elle était, » dit François, en ouvrant une porte au premier étage. Élise poussa un petit cri d'émotion. La pièce était un véritable musée de l'enfance. Peluches soigneusement rangées, livres d'images, petits bureaux roses où traînaient encore des crayons de couleur. Sur la commode, des photos d'elle à tous les âges jusqu'à 5 ans. Papa, c'est bouleversant. Elle caressa tendrement un ourson au pelage usé. J'ai l'impression de redécouvrir une partie de moi-même. Ce soir, si tu veux, tu peux dormir ici, chez toi. François sourit, ému aux larmes. Marie, notre gouvernante, a préparé ton lit. Elle n'arrivait pas à y croire quand je lui ai annoncé ton retour. Elle t'adorait, petite. Élise se tourna vers lui, les yeux brillants. Une gouvernante, elle se souvient de moi. Marie Dubois travaille pour notre famille depuis 30 ans. Elle était là quand tu es née. Elle t'a élevée pendant tes 5 premières années. François prit les mains de sa fille. Elle a pleuré ta mort plus que n'importe qui d'autre. Ton retour est un miracle pour elle aussi. Ils redescendirent au salon, où les attendait justement Marie, une femme robuste d'une 60aine d'années aux cheveux gris et aux yeux pétillants de bonté. Quand elle vit Élise, elle porta ses mains à sa bouche pour étouffer un sanglot. « Mon petit ange !» s'exclama-t-elle, en la serrant dans ses bras. « Comme tu as grandi, mais je retrouve ma petite Élise dans tes yeux, ces beaux yeux verts de ta maman. »« Marie !» murmura Élise, surprise de sentir une étrange familiarité avec cette femme. « J'aimerais que vous me racontiez comment j'étais, petite. Oh, ma chérie, tu étais un petit diablotin, toujours à grimper partout, à poser 1000 questions. » Marie riait et pleurait à la fois. Tu adorais les histoires de princesses et tu voulais toujours que je te coiffe comme dans les contes de fées. François observait cette scène avec un bonheur profond. Voir sa fille reprendre sa place naturellement dans leur foyer ancestral était la plus belle des récompenses. Et puis, continua Marie, tu avais cette manie de cacher tes trésors un peu partout. Des cailloux,
des fleurs séchées, des petits jouets. Tu disais que c'était pour les retrouver plus tard quand tu serais grande. Mes trésors. Élise sourit, touchée par ces détails de son enfance oubliée. Tiens, d'ailleurs. Marie disparut un instant et revint avec une petite boîte en métal. J'ai gardé ça. C'était sous ton lit, dans une cachette que tu croyais secrète. Élise ouvrit délicatement la boîte. À l'intérieur, elle découvrit un assortiment d'objets hétéroclites, une bille multicolore, quelques coquillages, un petit carnet aux pages jaunies, et surtout, une photo d'elle avec une femme qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement. C'est maman, dit François doucement. Ta vraie maman, Claire. Élise contempla longuement le visage de cette femme qu'elle avait perdue si jeune. Elle était très belle. Elle t'adorait. Vous étiez inséparables, toutes les deux. François s'assit près de sa fille. Elle aurait été si heureuse de te voir aujourd'hui. La soirée se déroula dans une atmosphère de bonheur simple. Marie avait préparé tous les plats préférés de la petite Élise, et à sa grande surprise, la jeune femme les appréciait toujours. Certains goûts, semblait-il, résistaient à l'amnésie, mais à 20 kilomètres de là, dans un bureau sordide de la banlieue lyonnaise, Julien Mercier mettait la dernière main à son œuvre de destruction. Avec l'aide d'un complice photographe, il avait créé une série de clichés saisissants de réalisme. Élise apparemment en train d'espionner François à la sortie de restaurant, des documents falsifiés prouvant qu'elle avait consulté des articles sur la tragédie de la Croix, et même une fausse correspondance avec un prétendu complice détaillant leur plan d'arnaque. « Du beau travail », admit Julien en examinant les photos. Même moi j'y croirais presque. Son complice, un homme chauve aux doigts tachés de produits chimiques, sourit avec satisfaction. 20 ans dans la retouche photo, sapé, ces clichés passeraient n'importe quel test d'authenticité superficielle. Parfait, Isabelle va être ravie. Mais Julien avait encore un atout dans sa manche. Il avait découvert que le laboratoire Biotech, où avaient été effectués les tests ADN, employait un technicien criblé de dettes de jeu, moyennant 50 000 €. L'homme avait accepté de falsifier les résultats. Le vrai rapport, confirmant la paternité, serait remplacé par un faux montrant une incompatibilité génétique totale. Cette petite garce ne sait pas ce qui l'attend. Marmonna Julien en rangeant soigneusement son dossier de fabrication. Personne ne vole impunément l'héritage d'Isabelle Moreau. Le lendemain matin, Élise se réveilla dans sa chambre d'enfance, avec un sentiment de plénitude qu'elle n'avait jamais connu. Pour la première fois de sa vie, elle avait dormi dans un vrai foyer. Entourée de l'amour de sa famille retrouvée, François frappa doucement à sa porte. « Ma chérie, tu as bien dormi. »« Merveilleusement bien, papa. » Elle lui sourit, encore émue de pouvoir prononcer ce mot si naturellement. « J'ai fait de beaux rêves. Je crois que mes souvenirs commencent à revenir, petit à petit. Prends ton temps, dit-il tendrement. Nous avons toute la vie pour rattraper le temps perdu. » Ni l'un ni l'autre ne se doutaient que dans quelques jours, leur bonheur fragile serait mis à rude épreuve par la machination diabolique d'Isabelle. La secrétaire ambitieuse avait décidé que si elle ne pouvait pas avoir François par l'amour, elle l'aurait par la manipulation et le mensonge. La guerre était déclarée, et Élise ne savait même pas qu'elle avait une ennemie. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Élise avait emménagé chez son père. La jeune femme s'épanouissait jour après jour dans cette nouvelle vie, redécouvrant peu à peu ses souvenirs d'enfance, grâce à la patience de François et aux récits attendrissants de Marie. Chaque matin apportait son lot de petites révélations, un goût retrouvé, un geste familier, une expression qui lui revenait naturellement. Ce matin-là, François était parti tôt au bureau pour finaliser les derniers détails de la reconnaissance légale d'Élise. Maître Dubernay avait préparé tous les documents, et dans quelques jours, sa fille retrouverait officiellement son identité de naissance. « Bientôt, ma chérie, tu seras à nouveau Élise Delacroix », avait-il dit en l'embrassant avant de partir. « Et je pourrai officiellement t'inclure dans mon testament. » Élise souriait en pensant à ces mots, while elle prenait son petit déjeuner dans la serre de la propriété familiale. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un simple dysfonctionnement électrique changerait si radicalement sa vie. Chez Delacroix en associé, Isabelle Moreau attendait le moment propice. Elle avait reçu le dossier de Julien Mercier la veille et avait passé la nuit à l'étudier dans les moindres détails. Le travail était remarquable. Les photos paraissaient authentiques. Les documents falsifiés étaient d'un réalisme troublant. Mais l'élément le plus précieux de son arsenal était l'enveloppe scellée qu'elle gardait dans son coffre-fort personnel. À l'intérieur se trouvaient 2 rapports de laboratoire.
Le vrai, confirmant la paternité d'Élise, qu'elle avait intercepté grâce à sa position privilégiée de secrétaire, et le faux, fabriqué par le technicien corrompu, montrant une incompatibilité génétique totale, François ne recevra jamais les vrais résultats, murmura-t-elle en caressant l'enveloppe. Il n'aura que ma version de la vérité. Le plan était diaboliquement simple. Elle attendrait le moment où François serait émotionnellement vulnérable pour lui révéler la prétendue supercherie. Un homme blessé dans ses sentiments les plus profonds deviendrait facilement manipulable. L'occasion se présenta en fin de matinée. François venait de raccrocher après un entretien téléphonique particulièrement éprouvant avec l'enquêteur qui avait rouvert le dossier de l'incendie de 2003. Les révélations sur l'erreur hospitalière l'avaient profondément troublé. Comment une erreur pareille a-t-elle pu se produire ? Se lamentait-il en se massant les tempes. Comment a-t-on pu confondre ma fille avec une autre victime ? Isabelle entra dans le bureau avec un plateau de thé, jouant parfaitement son rôle de confidente attentionnée. « Tu te fais du mal pour rien, François. L'important, c'est qu'Élise soit revenue. »« Tu as raison, » soupira-t-il. « D'ailleurs, les derniers résultats du laboratoire devraient arriver ce matin. Une simple formalité, bien sûr. Mais j'ai hâte d'avoir la confirmation officielle. » Isabelle sentit son cœur s'accélérer. Le moment était venu de jouer sa première carte. « François, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose de difficile. » Elle prit un air grave et préoccupé. « J'ai reçu un appel hier, du laboratoire. » François leva brusquement la tête. « Un appel. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Parce que les nouvelles ne sont pas bonnes ?» Isabelle sortit de son sac l'enveloppe contenant le faux rapport. « Ils ont voulu te prévenir avant l'envoi officiel. Il y a eu des complications. » « Quel genre de complications ?» François se leva, soudain inquiet. « Les résultats ne correspondent pas à ce qu'on espérait. » Isabelle tendit l'enveloppe d'une main tremblante, jouant parfaitement l'émotion. « François, je suis désolée, mais Élise n'est pas ta fille. » Le monde de François s'écroula. Il arracha l'enveloppe des mains d'Isabelle et déchira le cachet avec une violence désespérée. Le rapport falsifié était formel. Aucune compatibilité génétique entre François Delacroix et Élise Garnier. « C'est impossible, » balbutia-t-il. « C'est impossible. Les ressemblances, le collier, la photo. François, assieds-toi. » Isabelle le guida vers son fauteuil avec une sollicitude feinte. « Je sais que c'est un choc terrible, mais il faut regarder les faits en face. » Les faits ? François relisait obstinément le rapport, comme s'il espérait que les chiffres allaient changer. « Mais comment expliques-tu tout le reste ?» Isabelle sortit alors le dossier préparé par Julien Mercier. « J'ai eu des doutes. François, alors j'ai fait faire quelques vérifications discrètes. » Elle étala sur le bureau les photos falsifiées, montrant Élise en train d'espionner François à différents moments et endroits. Les clichés étaient d'un réalisme saisissant. « Mon Dieu !» murmura François en découvrant les images. « Elle me surveillait. Regarde les dates, » dit Isabelle en pointant du doigt. Ces photos ont été prises plusieurs semaines avant qu'elle ne postule pour le poste de femme de ménage. Elle t'étudiait. François, elle préparait son coup. François examina les documents avec un mélange d'incrédulité et de dégoût grandissant. Il y avait des relevés bancaires montrant des paiements suspects, des copies d'articles sur la tragédie familiale annotées de la main d'Élise, et même une correspondance avec un prétendu complice détaillant leur plan d'arnaque. « Cette lettre ?» dit-il d'une voix brisée en lisant un faux courrier où Élise expliquait à son complice comment tirer profit de la culpabilité du père en deuil. « Je suis désolée, François. Je sais à quel point tu y croyais. » Isabelle posa une main compatissante sur son épaule. « Mais cette femme a étudié ta vie dans les moindres détails. Elle savait exactement quoi dire, quoi montrer pour te convaincre. » François contemplait les preuves accablantes étalées devant lui. Son esprit rationnel d'homme d'affaires luttait contre son instinct paternel. Le collier, comment a-t-elle eu le collier ? Regarde ça. Isabelle lui montra une facture falsifiée d'un bijoutier parisien, datée de 6 mois plus tôt. Elle a fait reproduire le bijou à l'identique. Elle avait même fait vieillir l'argent pour que ça paraisse authentique. Et la photo ? Photoshop, François, de nos jours. On peut tout truquer. Elle a dû récupérer une photo de famille quelque part et s'incruster dedans. François s'effondra dans son fauteuil. Anéanti, toutes les preuves semblaient accuser Élise d'une manipulation sophistiquée et cruelle. « Pourquoi ?» gémit-il. « Pourquoi s'acharner sur moi ?» L'argent, François, tout simplement l'argent. Isabelle s'agenouilla près de lui, feignant la compassion.
Elle savait que si elle arrivait à se faire passer pour ta fille, elle hériterait de ta fortune. Mais elle avait l'air si sincère, ses larmes, cette émotion. Les meilleures arnaqueuses sont aussi de bonnes comédiennes. Isabelle lui caressa tendrement la joue. « François, je sais que c'est douloureux, mais il faut que tu l'affrontes. Il faut que tu lui dises que tu sais la vérité. » François resta silencieux un long moment, digérant lentement la portée de cette révélation. La femme qu'il avait cru être sa fille retrouvée n'était qu'une vulgaire escroc, une manipulatrice qui avait joué avec sa douleur de père en deuil pour s'enrichir. « Elle va rentrer ce soir, » dit-il d'une voix morne. « Elle m'attend pour dîner. Courage, François. » Isabelle lui prit la main. « Je sais que c'est difficile, mais tu dois la démasquer. Tu dois lui montrer que tu sais qui elle est vraiment. Tu as raison, » murmura François en serrant les poings. « J'ai été naïf, pathétiquement naïf. Tu as eu confiance, François. C'est différent. » Isabelle se pencha vers lui. « Mais maintenant, il faut que tu penses à toi, à nous. Cette histoire nous a fait perdre trop de temps. » François la regarda sans vraiment la voir, encore sous le choc de la révélation. Dans quelques heures, il devrait affronter celle qu'il avait cru être sa fille et lui révéler qu'il connaissait la vérité sur sa duplicité. Pendant ce temps, Élise préparait innocemment le dîner avec Marie, racontant à la gouvernante ses souvenirs qui revenaient peu à peu. Elle ignorait totalement que son monde de bonheur tout neuf allait s'effondrer dans quelques heures, victime d'une manipulation dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Isabelle observait François ranger soigneusement les fausses preuves dans un dossier. Son plan fonctionnait à la perfection. Bientôt, cette petite orpheline importune serait hors de leur vie, et elle pourrait enfin épouser l'homme qu'elle convoitait depuis si longtemps. La guerre était presque gagnée, et Élise ne savait même pas qu'elle était en train de la perdre. Le crépuscule d'octobre jetait ses derniers reflets dorés sur la propriété familiale de Caluire et Cuire, quand François franchit le portail. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant de sa Mercedes. Et le dossier contenant les prétendues preuves de la duplicité d'Élise était posé sur le siège passager comme un réquisitoire accusateur. Depuis sa conversation avec Isabelle, François oscillait entre rage et désespoir. Comment avait-il pu être si naïf ? Comment cette femme avait-elle réussi à le berner avec une telle facilité ? La honte le submergeait autant que la colère. Dans la cuisine, Élise mettait la dernière main au repas qu'elle avait préparé avec Marie, un coq au vin, le plat préféré de François d'après la gouvernante. Elle portait une robe bleu marine toute simple qu'elle avait achetée la veille, voulant faire bonne impression pour cette soirée qu'elle imaginait être l'une de leurs premières en tant que vraie famille. « Il va être ravi », dit Marie en humant les effluves qui s'échappèrent du four. « Personne ne fait le coq au vin comme sa défunte mère. Et regardez-moi ça, vous avez exactement les mêmes gestes qu'elle. » Élise sourit, touchée par cette remarque. Chaque jour apportait de nouvelles preuves de son appartenance à cette famille. Ces petits détails qui ne trompent pas, sa façon instinctive de dresser la table, son goût pour certaines épices, cette mélodie qu'elle fredonnait sans s'en rendre compte et que Marie reconnaissait comme la berceuse favorite de Claire. « Marie, » demanda-t-elle en disposant les couverts, « parlez-moi encore de maman. Comment était-elle avec papa ? Oh, ma chérie, ils s'adoraient. » Les yeux de la gouvernante brillèrent de nostalgie. Monsieur François était déjà très sérieux, très concentré sur ses affaires. Mais avec Madame Claire, il redevenait un jeune homme. Elle le faisait rire, vous savez, depuis sa mort, je ne l'ai plus jamais entendu rire vraiment. Jusqu'à maintenant, dit doucement Élise, j'ai l'impression qu'il retrouve un peu de joie de vivre. Grâce à vous, ma petite. Votre retour, c'est un miracle. Le bruit de la porte d'entrée interrompit leur conversation. François était rentré, Élise lissa nerveusement sa robe et se dirigea vers le hall d'entrée, le cœur battant d'anticipation. « Papa !» s'exclama-t-elle avec un sourire radieux. « Tu tombes bien, le dîner est prêt. Marie m'a aidé à préparer ton plat préféré. » François la regarda sans répondre, son visage fermé contrastant cruellement avec l'enthousiasme de sa fille. Il tenait le dossier d'Isabelle contre sa poitrine comme un bouclier. « Il faut qu'on parle !» dit-il d'une voix glaciale qui fit frissonner Élise. « Bien sûr, papa. Quelque chose ne va pas. Tu as l'air contrarié. Suis-moi dans mon bureau. » Le ton était si sec, si différent de la tendresse habituelle de François, qu'Élise sentit une angoisse sourde l'envahir. Elle le suivit en silence, remarquant sa démarche rigide, ses épaules tendues. Le bureau était plongé dans la pénombre. Françoise alluma seulement sa lampe de travail, créant un cône de lumière crue
qui tranchait avec l'obscurité environnante. Il posa le dossier sur son bureau et s'assit, fixant Élise d'un regard dur qu'elle ne lui connaissait pas. « Assieds-toi », ordonna-t-il. Élise obéit, de plus en plus inquiète. « Papa, qu'est-ce qui se passe ? Tu me fais peur. »« Papa ?» François eut un rire amer. « Tu peux arrêter la comédie maintenant. Je sais qui tu es vraiment. »« Comment ça ?» Élise secoua la tête, complètement perdue. « Je ne comprends pas. »« Non. » François ouvrit brutalement le dossier et en sortit le faux rapport d'ADN. « Alors explique-moi ça. » Élise prit le document d'une main tremblante et le parcourut rapidement. Quand elle comprit ce qu'elle lisait, son visage devint livide. « C'est impossible, » balbutia-t-elle. « Il doit y avoir une erreur. Ce n'est pas possible. » « Aucune erreur. Tu n'es pas ma fille. Tu n'as jamais été ma fille. » François se leva et commença à faire les 100 pas, sa colère longtemps contenue explosant enfin. « Comment as-tu osé ? Comment as-tu osé jouer avec la mort de mon enfant ? » « Mais non !» Élise se leva d'un bond, les larmes nos yeux. « Papa, il y a une erreur. Je suis ta fille. Je le sens. Tous ces souvenirs qui reviennent. Cette maison où je me sens chez moi. Des souvenirs. » François sortit les photos falsifiées et les jeta sur le bureau. « Ou des informations que tu as glanées en m'espionnant. » Élise découvrit avec horreur les clichés qui la montraient apparemment en train de surveiller François. Son incompréhension était totale. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas moi. Enfin, c'est moi. Mais je n'ai jamais fait ça. Arrête de mentir. » François était maintenant écarlate de rage. « Regarde les dates. Tu me suivais depuis des semaines avant de postuler ici. Tu as tout planifié. » « Non. » Élise secoua la tête avec véhémence. « Ces photos, je ne sais pas d'où elles viennent, mais ce n'est pas ce que tu crois. » François lui montra alors les faux documents, les relevés bancaires, les articles annotés, la correspondance avec le prétendu complice. « Et ça, tu vas me dire que ce n'est pas ton écriture. » Élise examina les papiers. Abasourdie, l'écriture ressemblait effectivement à la sienne, mais elle était certaine de n'avoir jamais rédigé ces lignes. « François, je te jure que... » « Ne m'appelle pas François, » explosa-t-il. « Tu n'es rien pour moi, rien qu'une vulgaire escroc qui a voulu s'enrichir sur la douleur d'un père. » Élise recula comme si elle avait été giflée. Les larmes coulaient librement sur ses joues. « Comment peux-tu croire ça, après ces jours merveilleux qu'on a passés ensemble ? Tu ne sens pas que je suis vraiment ta fille. Ce que je sens, c'est que j'ai été le roi des imbéciles. » François ramassa rageusement tous les documents. « Bravo, vraiment. Tu as failli réussir ton coup, mais c'est fini. Le collier, » s'écria soudain Élise en portant la main à son cou. « Le collier que tu m'as offert quand j'étais petite. Comment aurais-je pu l'avoir si je n'étais pas ta fille ?» François lui montra la fausse facture du bijoutier parisien. Reproduction parfaite. Tu as même fait vieillir l'argent pour que ce soit plus crédible. Élise contempla le document. Anéantie, tout semblait l'accuser. Et pourtant elle savait au plus profond d'elle-même qu'elle était innocente. Mais comment le prouver face à tant d'évidence ? « Papa, » murmura-t-elle une dernière fois. « Sors de chez moi, » dit François d'une voix blanche. « Sors immédiatement et ne remets plus jamais les pieds ici. Tu ne peux pas me faire ça, » sanglota Élise. « Pas après m'avoir fait croire que j'avais enfin trouvé ma famille. La seule famille que tu aies jamais cherchée, c'est mon compte en banque. » Ces mots furent comme un coup de poignard dans le cœur d'Élise. Elle regarda une dernière fois cet homme qu'elle avait cru être son père, cet homme qui l'avait aimée et qui maintenant la rejetait avec une violence inouïe. Lentement, elle détacha le collier à l'étoile d'argent et le posa sur le bureau. « Garde-le, » dit-elle d'une voix brisée. « Si tu penses vraiment que c'est une fausse, garde-le comme souvenir de ta crédulité. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « François, un jour, tu découvriras la vérité, et ce jour-là, tu regretteras amèrement cette soirée. Sors !» hurla-t-il. Élise monta dans sa chambre d'enfance pour rassembler ses affaires. Marie, qui avait entendu les éclats de voix, tentait de comprendre ce qui se passait. « Ma petite, que se passe-t-il ? Pourquoi Monsieur François crie-t-il ? » « Je dois partir, Marie, » dit Élise en fourrant quelques vêtements dans un sac. « Il pense que je ne suis pas sa fille, que tout était faux. Mais c'est absurde, » s'indigna la gouvernante. « Vous êtes son portrait craché. Et puis, ces petites manies que vous avez, exactement comme quand vous étiez petite, ça ne suffit pas, apparemment.
Élise prit sa vieille photo d'enfance, la seule chose qui lui restait de son passé authentique. « Au revoir, Marie, merci pour tout. » 1 heure plus tard, Élise quittait la propriété avec son maigre bagage. François regardait par la fenêtre de son bureau cette silhouette qui s'éloignait dans la nuit. Une partie de lui voulait courir la rattraper. Mais les preuves étaient là, accablantes. Il ramassa le collier qu'elle avait laissé et le serra dans sa main, malgré sa colère. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide terrible, comme si on venait de lui arracher le cœur une seconde fois, dans sa chambre d'hôtel minable de la banlieue lyonnaise. Élise pleura toute la nuit, pour la 2e fois de sa vie. Elle perdait sa famille, mais cette fois, c'était encore plus douloureux, car elle avait goûté au bonheur avant qu'on le lui arrache. Elle ne savait pas encore que son calvaire ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, l'hiver s'était installé sur Lyon avec une brutalité inhabituelle. François Delacroix contemplait la neige qui tombait drue sur la ville depuis la fenêtre de son bureau, mais son regard était vide, absent. 3 mois s'étaient écoulés depuis le départ d'Élise, et contrairement à ce qu'il avait espéré, la blessure ne se refermait pas. Il avait repris sa routine d'avant. Travail acharné, réunions interminables, dîner d'affaires. Isabelle était plus présente que jamais, multipliant les attentions et les projets d'avenir. Elle avait même commencé à évoquer discrètement un possible mariage au printemps. François, la voix d'Isabelle le tira de sa mélancolie. Les contrats singapouriens sont prêts pour signature. Il se tourna vers elle, remarquant une fois de plus comme elle semblait épanouie ces derniers temps. Isabelle rayonnait d'une satisfaction à peine contenue, portait des vêtements plus coûteux et avait même commencé à s'afficher ouvertement comme la future Madame Delacroix dans le petit cercle de la haute société lyonnaise. « Très bien », répondit-il distraitement en prenant les documents. « François, il faut qu'on parle. » Isabelle ferma la porte derrière elle et s'approcha de son bureau. « Cela fait 3 mois que tu traînes cette mélancolie. Cette femme ne mérite pas que tu t'abîmes pour elle. »« Je ne m'abîme pas, » mentit François. « Je travaille, c'est tout. »« Tu travailles, oui, mais comme un automate. » Isabelle contourna le bureau et posa ses mains sur ses épaules. « Tu ne vis plus, François. Cette histoire avec cette arnaqueuse t'a plus marqué que tu ne veux l'admettre. » François se dégagea doucement. Il ne supportait plus qu'on évoque Élise en ces termes, même si les preuves semblaient accablantes. « Isabelle, j'ai du travail. »« Justement, parlons travail. » Elle s'assit face à lui, adoptant un ton plus professionnel. « J'ai organisé un dîner avec les Martineau pour vendredi. Ils veulent discuter du projet immobilier de Singapour. »« D'accord. Et samedi, nous sommes invités chez les Rousseau. Marie-Claire organise une réception pour l'inauguration de sa galerie d'art. » Isabelle marqua une pause significative. « Elle m'a présentée comme ta future épouse. » François leva brusquement la tête. « Tu as fait quoi ? » ?»« François, nous ne sommes plus des enfants. » Isabelle croisa les jambes, affichant une assurance nouvelle. « Cela fait 3 ans que nous sommes ensemble. Il est temps de... » « Il est temps de quoi ?» La voix de François s'était durcie. « De me marier par dépit, parce que j'ai été assez stupide pour croire qu'une fausse fille était revenue dans ma vie. Non, pour construire un avenir ensemble. Un vrai avenir. » Isabelle se pencha vers lui. « François, regarde-toi. Tu dépéris. Tu as besoin de tourner la page définitivement. » François ne répondit pas. Comment expliquer à Isabelle que malgré toutes les preuves de la duplicité d'Élise, il continuait à ressentir ce vide terrible? Comment lui dire que parfois, la nuit, il se réveillait en pensant aux quelques jours de bonheur qu'il avait vécus, en croyant avoir retrouvé sa fille, à 80 km de là, dans le petit port de Port-Roseland sur la côte méditerranéenne. Élise Garnier terminait son service du déjeuner au Café de la Marine. C'était un établissement modeste tenu par un couple de retraités, les Morel, qui l'avait accueilli sans poser de questions 3 mois plus tôt. « Tu peux y aller, ma petite », dit Madame Morel en essuyant ses mains sur son tablier. « Le service du soir ne commence qu'à 7 heures. » Élise acquiesça avec un sourire las. Elle avait maigri, ses yeux verts avaient perdu leur éclat, et ses cheveux étaient maintenant attachés en un chignon strict qui vieillissait ses traits. La blessure infligée par François ne se refermait pas. Elle avait loué une chambre minuscule au-dessus d'un café, survivant avec le strict minimum. Ses économies s'amenuisaient, mais elle n'avait pas le courage de chercher mieux. Port-Roseland lui convenait, un endroit anonyme où personne ne posait de questions sur son passé. En rentrant chez elle, elle croisa son reflet dans la vitrine d'un magasin et s'arrêta net. Cette femme fatiguée,
aux yeux cernés. Était-ce vraiment elle? Où était passée la jeune femme épanouie qui, quelques mois plus tôt, découvrait le bonheur d'avoir enfin une famille? Le pire, c'était le doute qui la rongeait. Et si François avait raison, et si elle s'était vraiment trompée? Pourtant, au plus profond d'elle-même, elle savait qu'elle était sa fille. Ses émotions, ses souvenirs qui revenaient, cette sensation d'être enfin chez elle dans cette maison de Caluire, tout cela ne pouvait pas être le fruit de son imagination. Le soir même, dans sa chambre, elle sortit de son sac la vieille photo jaunâtre de son enfance. C'était son unique trésor, la seule preuve tangible de son passé. Elle la contempla longuement, caressant du doigt le visage de la femme blonde qu'elle savait être sa mère. « Maman, » murmura-t-elle, « si tu peux m'entendre, aide-moi. Comment prouver que je suis vraiment Élise Delacroix ?» Pendant ce temps, à Lyon, François dînait seul dans sa vaste demeure. Marie avait préparé son plat préféré, mais il n'y touchait presque pas. « Monsieur François », osa la gouvernante en débarrassant, « vous ne mangez plus rien, vous m'inquiétez. »« Ça va, Marie. »« Non, ça ne va pas. » La vieille femme posa fermement les mains sur ses hanches. « Et vous savez très bien pourquoi. » François leva les yeux vers elle. « Marie, cette petite, monsieur François, cette Élise. » Marie s'assit face à lui, oubliant momentanément les convenances. « J'y pense tous les jours. Elle nous a tous bernés, Marie. Les preuves étaient... » « Quelles preuves ?» coupa la gouvernante. « Moi, je l'ai vue vivre ici pendant une semaine. Je l'ai vue retrouver instinctivement tous les gestes de sa maman. Cette façon de plier les serviettes, de disposer les fleurs, de fredonner cette berceuse. » François sentit sa gorge se serrer. Lui aussi avait remarqué ces détails troublants. « Les tests ADN, Marie, on ne peut pas mentir sur ça. Et si quelqu'un avait menti pour vous ?» suggéra prudemment la gouvernante. « Cette mademoiselle Moreau, par exemple, elle n'a jamais caché qu'elle voulait vous épouser. » François secoua la tête. « Isabelle n'irait jamais jusque-là. »« En êtes-vous si sûre ?» Cette question resta suspendue dans l'air longtemps après que Marie eut quitté la salle à manger. François monta dans son bureau et ouvrit machinalement le tiroir où il avait rangé le collier d'Élise. L'étoile d'argent brillait faiblement sous la lumière de la lampe. Il la prit dans ses mains, se remémorant le jour où il l'avait offerte à sa petite fille de 5 ans. Elle avait sauté de joie, déclarant qu'elle ne l'enlèverait jamais, et effectivement, elle l'avait portée jusqu'au jour de l'incendie. Comment Élise aurait-elle pu connaître l'inscription gravée au dos ? « Pour ma petite étoile, papa », cette phrase, il ne l'avait écrite nulle part, ne l'avait partagée avec personne. Comment une arnaqueuse aurait-elle pu la deviner ? Plus troublant encore, quand Élise avait découvert sa photo dans le bureau, sa surprise avait paru si authentique. Cette émotion brute, ces larmes, était-il possible qu'une comédienne soit si talentueuse ? François passa la nuit à se retourner ces questions dans la tête. Pour la première fois depuis 3 mois, le doute s'immisçait dans ses certitudes. Le lendemain matin, Isabelle entra dans son bureau avec un sourire radieux. « François, j'ai une excellente nouvelle. Les faire-part de mariage que j'ai commandés sont magnifiques. Veux-tu les voir ?» Des faire-part. François la regarda, stupéfait. « Mais je n'ai jamais... » « Oh, juste un échantillon. » Isabelle rit avec une désinvolture forcée. « Pour qu'on puisse s'y projeter, j'ai pensé qu'un mariage en juin serait parfait, au château de Brou, tu sais, celui qui appartient aux parents de Marie-Claire. » François sentit un malaise grandissant. Isabelle parlait de leur mariage comme d'une évidence. Prenant des initiatives qu'il n'avait jamais autorisées, « Isabelle, nous n'avons jamais discuté mariage sérieusement. Mais François, voyons, après cette histoire avec cette femme, j'ai pensé qu'il était temps de... » Cette femme. François se leva brusquement. « Tu parles d'Élise comme si elle n'avait été qu'un obstacle à nos projets matrimoniaux. Mais, n'est-ce pas le cas ?» Le masque d'Isabelle glissa légèrement. « François, cette arnaqueuse a failli détruire notre avenir. Heureusement que j'ai découvert la vérité à temps. »« Heureusement que tu as découvert la vérité ?» François la regardait avec des yeux nouveaux. « Dis-moi, Isabelle, comment as-tu exactement découvert cette vérité ?» Pour la première fois depuis des mois, Isabelle parut déstabilisée. « J'ai fait faire des vérifications discrètes. Par prudence, pour te protéger. Te protéger ou protéger tes intérêts. » Le silence qui suivit fut éloquent.
François comprenait enfin que Marie avait raison de s'interroger, et pour la première fois depuis 3 mois, il se demanda si Élise n'avait pas été la victime d'une manipulation bien plus sophistiquée qu'il ne l'avait imaginé. Les doutes de François s'intensifièrent au cours des jours suivants. Les paroles de Marie résonnaient sans cesse dans son esprit, et le comportement d'Isabelle lui paraissait de plus en plus étrange. Cette assurance nouvelle, cette façon de parler de leur mariage comme d'une évidence, ces initiatives qu'elle prenait sans le consulter. Un matin de février particulièrement froid, François décida de se rendre plus tôt que d'habitude au bureau. Il voulait profiter du calme matinal pour réfléchir, loin de l'agitation quotidienne, et surtout loin d'Isabelle qui semblait l'épier constamment. En arrivant au 19e étage, il remarqua que la lumière était déjà allumée dans le bureau d'Isabelle. Curieux, il s'approcha discrètement. À travers la cloison vitrée, il la vit penchée sur son bureau, manipulant une pile de documents avec des gestes nerveux. Quelque chose dans son attitude l'alarma. Isabelle regardait sans cesse vers la porte, comme si elle craignait d'être surprise. François recula dans l'ombre et observa. Isabelle sortit plusieurs dossiers de son coffre-fort personnel et commença à les feuilleter rapidement. Puis, à la stupéfaction de François, elle prit une liasse de papier et les déchira méthodiquement avant de les jeter dans la déchiqueteuse. Le cœur de François s'emballa. Pourquoi Isabelle détruisait-elle des documents en cachette? Et surtout, que contenaient ces papiers qu'elle semblait si pressée de faire disparaître? Il attendit qu'elle termine, puis la vit refermer soigneusement son coffre et quitter le bureau. François attendit encore quelques minutes avant d'entrer dans son propre bureau, l'esprit en ébullition. 1 heure plus tard, Isabelle arriva avec son habituel plateau de café et ses sourires matinaux. « Bonjour mon chéri, tu es bien matinal aujourd'hui. J'avais du travail en retard, » répondit François en l'observant attentivement. « Et toi, tu étais déjà là quand je suis arrivée. » Une lueur d'inquiétude traversa fugacement le regard d'Isabelle. « Oh, juste quelques classements à finir. Tu sais comme je suis méticuleuse. » « Des classements. » François se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Quel genre de classement nécessite d'utiliser la déchiqueteuse ?» Isabelle blêmit. « Comment sais-tu que… » Je t'ai vue, Isabelle. » François se tourna vers elle, son regard dur et scrutateur. « Que déchiquetais-tu avec tant de hâte ?»« Rien d'important, » répondit-elle trop rapidement. « Juste de vieux documents périmés, des contrats caducs, ce genre de choses. » « Non, à 6 heures du matin, en regardant sans cesse si quelqu'un venait. » Le silence d'Isabelle fut plus éloquent que tous les aveux. François s'approcha d'elle lentement, comme un prédateur qui a flairé sa proie. « Isabelle, il faut qu'on ait une conversation très franche. »« François, je ne vois pas de quoi tu… »« Assieds-toi. » Le ton était si autoritaire qu'Isabelle obéit sans discuter, mais François remarqua qu'elle serrait nerveusement son sac à main contre elle. « Depuis quelques jours, je me pose des questions sur l'affaire Élise. » Commença François, en s'installant face à elle. Des questions troublantes. Quelles questions? La voix d'Isabelle se fêlait légèrement. Par exemple, comment une prétendue arnaqueuse aurait-elle pu connaître l'inscription gravée au dos du collier de ma fille? Cette inscription, je ne l'ai jamais écrite nulle part. Elle a dû la deviner. Ou alors quoi? François se pencha vers elle. Et comment expliques-tu qu'elle ait eu exactement les mêmes manies que Claire? Cette façon de disposer les fleurs, de plier les serviettes, Marie l'a remarqué immédiatement. Les gens peuvent observer, imiter, pendant des semaines, sans jamais commettre la moindre erreur. François secoua la tête. Non, Isabelle, ces comportements étaient naturels, instinctifs. Isabelle se leva brusquement. François, je ne comprends pas où tu veux en venir. Cette femme était une menteuse. Les preuves étaient accablantes. Les preuves que tu m'as apportées, qu'est-ce que tu insinues? François la regarda droit dans les yeux. Je pense que tu sais très bien ce que j'insinue. Un long silence s'installa dans le bureau. Isabelle se rassit lentement, son visage passant par toute une gamme d'émotions. Surprise feinte, indignation, puis une colère grandissante. Tu oses m'accuser, finit-elle par articuler. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après t'avoir sauvé des griffes de Seth, sauvé ou manipulé? François, réponds-moi franchement, Isabelle. Qu'as-tu fait exactement pour découvrir la prétendue supercherie d'Élise? Isabelle hésita, cherchant visiblement ses mots. J'ai engagé un détective privé, pour ton bien. Quel détective? Julien Mercier. Tu ne le connais pas.
François nota mentalement ce nom. Et c'est ce Mercier qui a trouvé toutes ces preuves si opportunément compromettantes. François, arrête, tu deviens parano. Et les tests ADN, comment expliques-tu que les résultats soient arrivés si vite? Et surtout, pourquoi c'est toi qui les as reçus en premier? Isabelle commençait à transpirer. Le laboratoire, ils m'ont appelé parce que... parce que quoi? Parce que j'étais ton contact. Mon contact. François haussa la voix. Mais enfin, Isabelle, pourquoi le laboratoire appellerait-il ma secrétaire plutôt que moi directement pour des résultats aussi importants? Acculée. Isabelle tenta une dernière défense. François, tu es en train de tout mélanger. Cette femme t'a ensorcelé. Même maintenant, même après avoir découvert sa duplicité, tu continues à douter. Ce n'est pas d'elle que je doute, dit François d'une voix dangereusement calme. C'est de toi. Ces mots eurent l'effet d'une gifle sur Isabelle. Son masque de femme inquiète pour le bien-être de son patron commença à se fissurer, laissant apparaître autre chose. De la rage, de la frustration, et surtout une arrogance méprisante. « Tu veux vraiment connaître la vérité ?» cracha-t-elle soudain. « Tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé ?» François sentit son cœur s'arrêter. « Dis-moi. » Isabelle se leva et commença à faire les 100 pas, toute feinte, abandonnée. Cette petite garce a débarqué dans nos vies au moment où tu commençais enfin à parler d'avenir avec moi. 3 ans, François. 3 ans que j'attends que tu me demandes en mariage. Isabelle. Non. Laisse-moi finir. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de colère. J'ai construit ma vie autour de toi. J'ai tout sacrifié. Ma carrière. Mes autres opportunités, tout, pour devenir Madame de la Croix. Mais je n'ai jamais promis. Tu n'as jamais promis, non. Mais tu as laissé entendre. Tu m'as fait espérer. Isabelle riait maintenant d'un rire hystérique. Et puis cette fille est arrivée avec ses grands yeux innocents et son histoire à dormir debout. François se leva lentement. Son histoire était vraie, n'est-ce pas? Quelle importance. Isabelle haussa les épaules avec désinvolture. Vraie ou fausse, elle menaçait notre avenir. Elle menaçait tout ce pour quoi j'ai travaillé. Qu'as-tu fait? Isabelle. Ce qu'il fallait. Elle ouvrit son sac et en sortit une enveloppe froissée. Tu veux voir les vrais résultats d'ADN? Les voici. François saisit l'enveloppe d'une main tremblante et l'ouvrit. Le rapport officiel du laboratoire était formel. Compatibilité génétique de 99,97% entre François Delacroix et Élise Garnier. Mon Dieu, murmura-t-il. Elle est vraiment ta fille, oui, ta précieuse petite fille que tu pleurais depuis 20 ans. Isabelle éclata de rire. Et moi, j'ai tout foutu en l'air. Les photos, les documents, les faux témoignages, tout, même les résultats de laboratoire. Tu aurais vu la tête du technicien quand je lui ai proposé 50 000 € pour falsifier un rapport. François la regardait avec horreur et dégoût. Tu as détruit ma famille. Tu as séparé un père de sa fille. J'ai protégé mon avenir, hurla Isabelle. Tu crois que j'allais laisser une petite orpheline me voler la place qui me revenait de droit? François s'effondra dans son fauteuil, anéanti par la révélation. Sa fille, sa vraie fille, il l'avait chassée, humiliée, rejetée alors qu'elle était innocente. La culpabilité le submergeait comme une vague monstrueuse. « Où est-elle » demanda-t-il d'une voix brisée. « Où est Élise ?»« Je n'en sais rien. » Isabelle rassemblait déjà ses affaires. « Et je m'en fiche. Tu vas me le dire. » François se leva d'un bond et la saisit par le bras. « Tu vas me dire où elle est. Lâche-moi. » Isabelle se dégagea violemment. « Tu peux toujours courir. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Au fait, François, bonne chance pour la retrouver. Après ce que tu lui as fait, elle ne voudra plus jamais te voir. » Sur ces mots, Isabelle Moreau quitta le bureau, laissant François seul avec l'ampleur de sa tragédie. Il avait retrouvé sa fille pour la perdre à nouveau, cette fois par sa propre faute, et quelque part en France, Élise ignorait encore que son père venait enfin de découvrir la vérité. François resta prostré dans son bureau pendant des heures après le départ d'Isabelle. Le vrai rapport d'ADN serré entre ses mains tremblantes, 99,97% de compatibilité, les chiffres dansèrent devant ses yeux, témoignage accablant de son aveuglement et de sa crédulité. Sa fille, sa vraie fille, il l'avait retrouvée après 21 ans de deuil. Pour la chasser quelques jours plus tard sous l'influence d'une femme manipulatrice,
L'ampleur de sa faute le submergeait. « Monsieur Delacroix !» La voix hésitante de son assistant le tira de sa torpeur. « Tout va bien. » Mademoiselle Moreau est partie en claquant la porte. « Et appelez maître Dubernay !» coupa François. « Immédiatement. Dites-lui que c'est urgent. » 1 heure plus tard, l'avocat de la famille était assis face à François, écoutant avec une stupéfaction croissante le récit de la manipulation d'Isabelle. « François, c'est monstrueux !» murmura le vieil homme en examinant le vrai rapport d'ADN. « Cette femme a organisé une machination d'une complexité effarante. Il faut retrouver Élise, dit François en se levant brusquement. Immédiatement. Bien sûr. Mais François, maître Dubernay hésita. Après ce qui s'est passé, pensez-vous qu'elle acceptera de vous revoir ? François sentit son cœur se serrer. Je l'espère, il le faut. Je dois réparer ce que j'ai brisé. L'avocat hocha la tête avec gravité. Je vais contacter les meilleurs détectives privés de France. Nous la retrouverons. Et Isabelle ? Demanda François, la mâchoire serrée. Pour ce qu'elle a fait, escroquerie, faux en écriture, corruption. Elle risque plusieurs années de prison. Mais d'abord, concentrons-nous sur Élise. Les jours qui suivirent furent un calvaire pour François. 3 agences de détectives travaillaient jour et nuit pour retrouver la trace d'Élise Garnier. Les premières pistes menèrent à une impasse. Son ancien logement de Villeurbanne avait été libéré le jour même de son départ de chez François. Sans adresse de réexpédition, elle a disparu comme si elle voulait effacer toute trace de son passage, rapporta l'enquêteur principal, un homme méticuleux nommé Laurent Dubois. Pas de comptes bancaires ouverts, pas de demande d'emploi officielle. Rien. François faisait les 100 pas dans son bureau, rongé par l'angoisse. Elle doit bien être quelque part. On ne disparaît pas comme ça. Monsieur Delacroix, votre fille a vécu 20 ans dans l'anonymat avant de vous retrouver. Elle sait comment survivre discrètement. Dans sa chambre minuscule de Port-Roseland, Élise ignorait qu'on la recherchait activement. Elle venait de terminer son service du soir au café de la Marine et comptait ses maigres pourboires. L'hiver avait été rude, le tourisme inexistant, et les affaires du petit établissement battèrent de l'aile. « Ma petite » dit Madame Morel en la rejoignant. « Il faut qu'on parle. » Élise leva les yeux, inquiète du ton grave de la patronne. « Les affaires ne vont pas fort, » continua la vieille dame. « Avec la concurrence du nouveau restaurant du port, on perd de plus en plus de clients. Je vais devoir réduire les heures de service. » Élise acquiesça tristement. Elle s'y attendait. « Je comprends, Madame Morel. Tu es une bonne fille, Élise. Tu mérites mieux que cette vie de galère. » La femme la regarda avec affection. « Tu n'as jamais pensé à retourner vers ta famille. »« Je n'ai pas de famille, » répondit Élise d'une voix neutre qu'elle avait appris à maîtriser pour évoquer ce sujet douloureux. « Allons donc, une jolie fille comme toi, bien élevée, qui parle comme une demoiselle de bonne famille. Tu ne me feras pas croire qu'il n'y a personne qui t'aime quelque part. » Élise sourit tristement. Si seulement Madame Morel savait, si seulement elle savait qu'il y avait eu quelques jours merveilleux où elle avait cru avoir enfin trouvé sa place dans le monde. C'est compliqué, se contenta-t-elle de répondre. À Lyon, François multipliait les initiatives. Il avait fait passer des annonces dans tous les journaux de France, engagé des équipes de recherche supplémentaires, et même contacté l'émission télévisée Perdue de vue pour diffuser un appel à témoins. « Monsieur François, » dit Marie un soir en lui apportant son dîner, « vous ne mangez plus, vous ne dormez plus, vous allez tomber malade. » « Comment pourrais-je dormir ?» François repoussa son assiette. « Ma fille est quelque part, seule, probablement dans le besoin, et c'est ma faute. Vous la retrouverez, » assura la gouvernante avec conviction. « Une petite comme ça, si douce, si attachante, quelqu'un finira par la remarquer et donner des nouvelles. » François espérait que Marie avait raison, mais le temps passait sans nouvelles. 3 semaines de recherches intensives n'avaient donné aucun résultat concret. Ce fut finalement un coup de chance qui permit la découverte. Laurent Dubois avait eu l'idée de vérifier systématiquement tous les établissements de restauration des petites villes côtières. Supposant qu'Élise chercherait du travail dans l'hôtellerie-restauration, secteur où elle avait déjà une expérience, Monsieur Delacroix, la voix excitée de l'enquêteur au téléphone fit bondir François. « Je crois qu'on l'a trouvée. »« Où ?»« Port-Roseland. Une petite station balnéaire près de Marseille. Une jeune femme correspondant exactement au signalement travaille comme serveuse dans un café du port. La patronne l'appelle Élise et sa description correspond parfaitement.
François sentit ses jambes se dérober. « Vous en êtes sûr ? À 90%, je vous envoie une photo prise discrètement. » Quelques minutes plus tard, François recevait sur son portable un cliché pris de loin, montrant une jeune femme aux cheveux châtains servant des clients en terrasse. Malgré la distance et la qualité médiocre de l'image, il la reconnut immédiatement. « C'est elle », murmura-t-il, les larmes aux yeux. « C'est ma petite Élise. » Le voyage vers Port-Roseland fut le plus long de sa vie. Françoise avait pris sa voiture, préférant conduire pour se donner le temps de réfléchir à ce qu'il allait dire, comment s'excuser pour une telle erreur, comment réparer 3 mois de souffrance infligée à sa propre fille. Il s'arrêta dans une bijouterie de Marseille et acheta un nouveau collier, une étoile d'or cette fois, plus belle, plus précieuse que celle d'argent de son enfance. Ce serait son offrande de paix, le symbole de son repentir. Port-Roseland était un petit port de pêche, reconverti dans le tourisme, avec ses maisons colorées et ses barques de plaisance. François gara sa Mercedes sur le parking du port et observa de loin le café de la Marine. Son cœur battait si fort qu'il craignait de faire un malaise. Il la vit sortir de l'établissement vers 6 heures du soir, visiblement fatiguée après une longue journée de travail. Elle avait maigri, ses vêtements étaient usés, et elle avait perdu cette joie de vivre qui l'avait tant touchée lors de leur retrouvailles. François la suivit discrètement jusqu'à un petit immeuble délabré où elle disparut. Il attendit dans sa voiture, rassemblant son courage. Demain matin, il l'aborderait. Demain matin, il tenterait de réparer l'irréparable. Cette nuit-là, Élise rêva encore de sa courte période de bonheur chez les Delacroix. Dans son rêve, François lui souriait, l'appelait sa petite étoile, et lui promettait qu'il ne se quitterait plus jamais. Elle se réveilla en pleurs, comme souvent, le cœur brisé par la nostalgie de ce paradis perdu. Elle ignorait qu'à quelques mètres de là, dans sa voiture, son père veillait en préparant les mots qui, il l'espérait, pourraient guérir les blessures qu'il avait lui-même infligées. Le jour du pardon approchait, mais François savait qu'il n'était pas acquis. Élise accepterait-elle de l'écouter ? Pourrait-elle jamais lui pardonner de l'avoir chassée comme une vulgaire menteuse ? Et surtout, accepterait-elle de lui donner une seconde chance d'être le père qu'elle méritait ? L'aube se levait sur Port-Roseland, porteuse d'espoir mais aussi d'incertitude. Dans quelques heures, le destin des Delacroix se jouerait à nouveau, pour le meilleur ou pour le pire. L'aube se levait doucement sur Port-Roseland quand François sortit de sa voiture. Les jambes engourdies par cette nuit d'insomnie passée à guetter la sortie d'Élise. Dans sa poche, le collier d'or pesait lourd, symbole tangible de tous ses espoirs de réconciliation. Il avait répété 100 fois les mots qu'il voulait lui dire, mais maintenant que le moment approchait, tout lui semblait dérisoire. Comment résumer en quelques phrases l'ampleur de ses regrets ? Comment demander pardon pour avoir détruit la confiance de sa propre fille ? Vers 8 heures, Élise sortit de son immeuble. François la reconnut immédiatement malgré sa maigreur et ses traits tirés par la fatigue. Elle portait le même uniforme usé que la veille et se dirigeait vers le café d'un pas mécanique, sans cette grâce naturelle qu'il lui avait connue. François la suivit de loin, le cœur serré par la culpabilité. Sa fille survivait dans des conditions précaires par sa faute, alors qu'elle aurait dû vivre dans l'abondance et l'amour familial qui lui revenèrent de droit. Il attendit qu'elle commence son service. Observant à travers la vitrine du café cette jeune femme qui accomplissait ses tâches avec un automatisme triste, vers 10 heures, quand l'affluence matinale se fut calmée, François rassembla son courage et poussa la porte du café de la Marine. Élise était en train d'essuyer une table près de la fenêtre. Le dos tourné, elle n'entendit pas les pas feutrés sur le carrelage usé. Élise. Sa voix était si douce, si brisée par l'émotion qu'elle ne la reconnut pas immédiatement. Elle se retourna machinalement et se figea. François Delacroix se tenait devant elle. Amaigri, vieilli, les yeux rougis par l'insomnie, il portait un costume froissé, et sa barbe de 3 jours trahissait des jours difficiles. « Papa » murmura-t-elle, si bas que le mot fut à peine audible. Puis la réalité la frappa comme un coup de poing. Cet homme l'avait chassée, humiliée, traitée de menteuse et d'arnaqueuse. Il avait brisé ses rêves de famille et l'avait condamnée à cette vie de solitude. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix se durcit, une barrière protectrice se dressant instantanément. « Élise, ma chérie, il faut que je te parle. Il faut que tu saches la vérité. » La vérité. Élise recula, serrant son torchon entre ses mains. « Tu m'as déjà dit ta vérité, François. Tu m'as dit que j'étais une menteuse,
Une arnaqueuse. J'avais tort. François s'avança d'un pas, mais elle recula aussitôt. J'ai été manipulée, trompée. Élise, tu es ma fille. Tu as toujours été ma fille. Les clients du café commençaient à observer la scène avec curiosité. Madame Morel sortit de sa cuisine. Inquiète, Élise, tout va bien, ma petite. Oui, Madame Morel. Ce monsieur allait partir. Élise fixa François avec une froideur qui lui transperça le cœur. Non, Élise, pas avant que tu m'aies écoutée. François sortit de sa poche l'enveloppe contenant le vrai rapport d'ADN. Regarde, ce sont les vrais résultats du laboratoire. Ceux qu'Isabelle m'avait cachés. Élise prit le document d'une main tremblante et le parcourut. 99,97% de compatibilité. Son père biologique, François Delacroix, sa date de naissance, son groupe sanguin. Tout correspondait. Comment ? balbutia-t-elle. Isabelle a tout organisé. Elle a corrompu un technicien pour falsifier les premiers résultats. Elle a engagé un homme pour fabriquer de fausses preuves contre toi. François avait la voix brisée. Elle voulait m'épouser et tu représentais un obstacle à ses plans. Élise contemplait le rapport officiel, mais la méfiance dominait encore son émotion. Pourquoi devrais-je te croire ? Comment savoir que ce papier n'est pas un faux, lui aussi ? François comprit qu'il ne suffirait pas de montrer des documents. Il devait aller plus loin, s'humilier complètement pour espérer son pardon, sous les yeux stupéfaits des clients du café et de Madame Morel. François Delacroix, l'un des hommes les plus puissants de Lyon, se mit à genoux devant sa fille. « Élise, ma petite étoile, pardonne-moi. » Les larmes coulaient librement sur ses joues. J'ai été le plus stupide des pères. J'ai douté de mon propre cœur, de mon instinct paternel. Un silence pesant tomba sur le café. Élise regardait cet homme brisé agenouillé devant elle, et malgré sa rancœur, quelque chose se fissurait dans ses défenses. « Tu m'as fait tant de mal », murmura-t-elle, ses propres larmes menaçant de déborder. « Je sais, et je m'en voudrais jusqu'à mon dernier souffle. » François sortit l'écrin contenant le collier d'or. « Mais je veux passer le reste de ma vie à réparer cette erreur, si tu m'en donnes la chance. » Élise observa le bijou, plus beau que l'original de son enfance. L'étoile d'or brillait de 1000 feux. Mais elle hésitait encore. Comment être sûre que tu ne me chasseras pas à nouveau, que tu ne douteras pas encore de moi ? François leva vers elle un regard plein d'amour et de détermination. Parce que maintenant, je sais qui est mon véritable ennemi, et parce que je ne commettrai plus jamais l'erreur de faire passer l'ambition d'une autre avant l'amour de ma fille. Il se releva lentement et tendit les bras vers elle. « Élise, veux-tu me donner une seconde chance ? Veux-tu revenir à la maison ?» L'émotion submergea enfin Élise. Tous ces mois de douleur, de solitude, de questions sans réponse, malgré la blessure, malgré la méfiance. Elle ne pouvait nier l'amour qu'elle ressentait encore pour cet homme. « J'ai eu si mal », sanglota-t-elle en se jetant dans ses bras. « J'ai cru que plus jamais personne ne m'aimerait vraiment. Plus jamais tu ne seras seule, » promit François en la serrant contre lui. « Plus jamais je ne te laisserai partir. Tu es ma fille, mon sang, ma chair, et rien ni personne ne nous séparera à nouveau. » Ils restèrent enlacés longuement, pleurant ensemble ces mois perdus, retrouvant peu à peu cette complicité qui avait été brisée par la machination d'Isabelle. « Madame Morel, » dit finalement François en se tournant vers la patronne émue aux larmes. « Je vous dois des excuses, j'emmène votre serveuse, mais je vous promets de compenser largement le dérangement. »« Emmenez-la donc, ce brave homme !» s'exclama la vieille dame en s'essuyant les yeux. « Cette petite mérite d'être heureuse. » 1 heure plus tard, François et Élise roulaient vers Lyon, dans la voiture. Elle lui raconta ses mois difficiles à Port-Roseland, cette solitude qui l'avait rongée, cette impression d'être à nouveau orpheline après avoir goûté au bonheur familial. « Et Isabelle ?» demanda-t-elle. « Elle sera jugée, escroquerie, faux en écriture, corruption. Elle paiera pour ce qu'elle nous a fait. » François serra brièvement la main de sa fille. « Mais l'important, c'est nous, notre famille, notre avenir. » Quand ils arrivèrent à la propriété de Caluire et Cuire, Marie les attendait sur le perron, prévenue par un appel de François. En voyant Élise descendre de voiture, la gouvernante éclata en sanglots de joie. « Ma petite, mon petit ange !» Elle la serra dans ses bras avec une tendresse maternelle. « J'ai toujours su que vous reviendriez. J'ai gardé votre chambre exactement comme vous l'aviez laissée. » Ce soir-là, ils dînèrent tous les 3 dans la salle à manger familiale. Marie avait préparé le coq au vin d'Élise, et pour la première fois depuis des mois, François souriait vraiment. « J'ai pris une décision importante.
annonça-t-il en levant son verre. Tu vas officiellement reprendre ton nom de naissance et ta place dans l'entreprise. Élise Delacroix, ma fille et mon héritière. Et aussi, ajouta-t-il avec un sourire malicieux, j'ai l'intention de créer une fondation pour aider les jeunes orphelins, en ton honneur, pour que d'autres enfants comme toi puissent te retrouver leur famille. Élise sourit à travers ses larmes. J'aimerais beaucoup m'occuper de cette fondation. Papa, François ferma les yeux, savourant ce mot qu'il avait cru ne plus jamais entendre. Tu ne peux pas savoir comme j'aime quand tu dis ça. 6 mois plus tard, Isabelle Moreau était condamnée à 3 ans de prison ferme. Julien Mercier avait témoigné contre elle en échange d'une peine réduite. Révélant tous les détails de leur manipulation, François et Élise assistèrent au procès, non par vengeance, mais pour tourner définitivement cette page douloureuse. Quand Isabelle croisa le regard d'Élise, elle ne vit aucune haine, seulement de la pitié. Cette femme avait tout perdu par ambition, tandis qu'Élise avait retrouvé l'amour inconditionnel de son père. La fondation Delacroix pour l'enfance abandonnée était devenue l'œuvre de leur vie commune. Élise y consacrait ses journées avec passion, aidant d'autres jeunes à retrouver leurs racines ou à construire un avenir malgré leur passé difficile. 1 an après leur retrouvaille définitive, François regardait sa fille présider une réunion de la fondation. Elle rayonnait de bonheur et de confiance en elle. Enfin épanouie dans sa véritable place, le collier d'or brillait à son cou, symbole de leur amour reconquis. Plus jamais ils ne doutèrent l'un de l'autre. Plus jamais ils ne laissèrent personne s'immiscer entre eux. L'étoile d'Élise brillait enfin de tout son éclat. Et François savait que Claire, quelque part, souriait de les voir enfin réunis pour l'éternité.